le président a pris la décision, cette fois-ci, de prendre les choses en main. On met l'armée pour sécuriser ces populations, pour éviter qu'il y ait des massacres. Bonjour à tous. Nous allons décortiquer l'actualité en République démocratique du Congo où le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, a décrété l'état de siège qui est entré en vigueur le 6 mai. Alors, pourquoi cet état de siège? Nous allons donc en parler avec Freddy Mulumba. Il faut juste dire que cet état de siège va concerner deux provinces, précisément l'Ituri et la province du Nord Kivu, qui sont en proie à l'instabilité. Alors, dans la capitale congolaise, les voix s'élèvent pour soutenir ou bien pour justement contrer ou critiquer cette ordonnance du chef de l'État. Nous allons en parler avec Freddy Mulumba Kabouaï, journaliste, politologue, écrivain, qui est notre invité ce soir. Freddy Mulumba, bonjour. Bonjour, cher ami. Voilà, vous connaissez l'actualité, vous l'avez suivi. Nous allons donc parler de cet état de siège décrété par le chef de l'État à travers l'ordonnance. Quel est l'objectif de cet état de siège? Je pense qu'il y a deux grands objectifs. Le premier, c'est d'abord sécuriser les populations en Ituri et au Nord Kivu. Ce qui concerne les deux provinces, parce qu'on a vécu des moments difficiles avec des massacres. On tue chaque jour, on coupe des gens en morceaux. L'ONU est là, notre armée est là, mais les populations sont insécurisées. Je pense que le président a pris la décision, cette fois-ci, de prendre les choses en main. On met l'armée pour sécuriser ces populations, pour éviter qu'il y ait des massacres. Et les responsables de l'armée ne sont pas de la région. Ce sont des gens qui viennent d'autres provinces. Donc le gouverneur militaire, ça c'est le premier objectif. Sécuriser les populations de la province de Kivu, Nord Kivu. Deuxième objectif, c'est protéger nos richesses. Et quand je parle de richesses, il y a des grandes richesses là-bas. Vous avez l'or, qui se trouve en Ituri. Vous avez le coltan, qui se trouve dans le sud de Nord Kivu. Et notre or passe par des États voisins, l'Ouganda, où il y a des raffineries d'or installées par des multinationales occidentales. C'est eux qui exportent cet or-là. Ce ne sont pas des Ougandais. Et vous avez le coltan, qui se trouve au Rwanda, où on a installé des usines de transformation de coltan à Kigali. Et ces usines n'appartiennent pas aux Rwandais, c'est aux multinationales occidentales. Ces usines-là qui exportent, et on a fait le Rwanda les premiers producteurs, exportateurs du coltan, un pays qui n'a pas de mines de coltan. Et je pense que si, avec la décision du chef de l'État, si notre armée parvient à mettre la main, ça parvient à contrôler les secteurs miniers ou bien les mines, là où il y a plus de mines, là où les gens exploitent, je pense qu'on pourra mettre fin à cette guerre parce qu'il y a une certaine relation entre l'exploitation minière artisanale avec les ventes d'armes. Donc dans cette région, il y a plein de bandits qui viennent vendre des armes aux exportants, qui sécurisent, entre-temps, ils prennent de l'or, ils prennent du coltan et ils exportent. Donc si l'armée contrôle les territoires où se trouve l'or, les territoires où se trouvent les coltans et cassitérites, je pense que cette guerre, ces massacres ne vont plus continuer. Ce sera peut-être retrouvé, le Congo va retrouver, les autorités sur tous les territoires qui étaient laissés dans les mains des bandits. Oui, mais ça, c'est plus de 20 ans aujourd'hui, on compte des années, c'est plus de 20 ans aujourd'hui que l'Est du pays est en proie à l'instabilité, à des massacres, à ce qu'on appelle aujourd'hui une guerre. Les militaires l'appellent une guerre asymétrique, mais ça ressemble tout au plus à une guerre d'usure qui se déroule dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et la question qu'on se pose, mais pourquoi finalement cette guerre d'usure qui dure tant d'années? Il y a deux éléments importants qu'il faut relever ici. C'est d'abord la révolution numérique couplée de la transition énergétique. Pour que cette transition énergétique et cette révolution numérique réussissent, il faut avoir
des terres rares ou bien des matières stratégiques, des minéraux stratégiques, mais curieusement, qui se trouvent dans notre pays, à l'est du Congo. Ça, c'est le premier élément. Et sans ces matières, sans ces minéraux stratégiques, il n'y aura pas de révolution numérique. On n'aura pas d'iPhone, on n'aura pas des ordinateurs, on n'aura pas de Wi-Fi. Donc, le Congo est au cœur des enjeux. C'est le Congo qui garde, le Congo et la Chine, qui ont, je dirais, un peu les éléments de puissance pour le monde de demain. Donc, contrôler les richesses du Congo, c'est être puissant pour le XXIe siècle. Il ne faut pas aussi oublier en dehors du comptant. On a découvert à Manono le lithium. C'est aussi un minerai stratégique. Et ces produits est tellement concentré chez nous, nous avons la plus grande réserve du monde. Et toutes les grandes puissances nous envient. Donc, ils ne peuvent pas nous laisser tranquilles. Mais au lieu de passer par des canaux normaux, ils passent par des canaux un peu, je dirais, un peu désordonnés. Ils passent par des guerres. Donc, c'est ça le capitalisme, hein, c'est la prédation. Le capitalisme n'a jamais été un système économique correct. Ça, c'est le premier élément qui explique la guerre et l'usure. J'ai dit révolution numérique couplée les transitions énergétiques par rapport à la demande de matières stratégiques, des minéraux stratégiques pour que cette transition réussisse, pour que l'Amérique, les grandes puissances, la Chine, puissent s'imposer avec leadership sur le plan mondial. Le deuxième élément, c'est la crise économique. Parce que je vois dans la plupart des discussions ici, les gens ignorent cette dimension économique. La crise économique qui a débuté depuis 2008 en Occident a des répercussions sur nous. Les entreprises en Occident sont en faillite. L'économie occidentale est finie, est en faillite. Et pour redresser l'économie en Occident, cette économie est basée sur l'industrie d'armement. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut faire des guerres et puis c'est ce qui nous arrive. Donc ne pensez pas que vous pouvez pleurer. Vous pouvez prier. Ils ne vont pas abandonner. C'est question de vie de mort pour eux. Donc ce qui peut contraindre tous ces multinationales qui entraînent cette guerre à cause de la crise, c'est créer un rapport de force. D'abord, un rapport de force militaire. Mais avec des élites conscientes et patriotiques. C'est ce qui nous manque pour le moment. Donc, cette guerre d'usure, liée à la crise économique, liée à la révolution numérique et la transition énergétique, si les Congolais ne s'organisent pas, nous allons subir soit une recolonisation, soit on va redessiner la carte du Congo. Parce que ce qui se passe à l'Est, c'est la reconfiguration de la place, de l'espace des Grands Lacs. Et pour cela, on utilise les réfugiés rwandais et ougandais. On utilise l'Ouganda et les Rwandais. Mais les véritables patrons, ce n'est ni l'Ouganda ni le Rwanda, ce sont les multinationales, ce qu'on appelle les globalistes ou bien mondialistes, les acteurs non étatiques. Il n'y a pas que eux, ces acteurs non étatiques, donc les multinationales. Vous avez Al-Qaïda. À Béni, ceux qui tuent, ce ne sont pas, comment dirais-je, les armes, les rebelles rwandais ou bien congolais. Ce qu'on appelle islamistes, ça vient d'où? Donc ce sont des questions qui exigent à ce que les Congolais soient rigoureux et lucides. Donc quand on prend une décision, il faut réfléchir deux fois. Oui, mais il y a des voix qui s'élèvent dans le pays pour contrer, pour critiquer, comme je l'ai dit au début, cette ordonnance du chef de l'État qui proclame l'état de siège. Vous avez certains mouvements qu'on appelle les mouvements citoyens, très en vogue à Kinshasa, et qui sont contre cet état de siège. Votre lecture? Oui, je pense que la première chose qu'il faut dire ici, le président Tshisekedi a le devoir d'accomplir le testament de son père, le peuple d'abord. Il en est conscient. Le président Tshisekedi a le devoir de laisser un nom dans l'histoire. On ne fait pas la politique pour manger, pour qu'on dise que vous êtes président. Je pense que le président Tshisekedi est conscient de cela. Et la plupart des gens qui contestent ne comprennent pas l'essence de l'histoire. On a tué, ça fait plus de 10 millions de morts. Est-ce que vous avez vu un procès contre les multinationales
Vous avez vu les défenseurs des droits de l'homme parler de morts de Congolais. Ça frise un peu une inconscience, en quelque sorte. Et la plupart des ONG, vous parlez, qui contestent, qui les financent, ce sont les mêmes ONG, ce sont les mêmes multinationales qui pillent à l'Est, qui vendent des armes, qui financent les ONG. Donc ça devient une profession. Donc si on n'attaque pas le gouvernement congolais, on n'existe pas. Comment ils vont justifier les gens qui reçoivent? Donc ce sont des discours qu'il faudrait que, ce que je dis, c'est qu'il y a encore des élites dans ces pays, des intellectuels, des gens lucides, de montrer la voie à suivre. Ou bien, nous nous battons, nous contrôlons nos richesses, nous sommes indépendants pour qu'on soit libre, ou bien nous baissons les bras, nous sommes occupés, recolonisés, et on reconfigure la carte de l'Afrique. Ça, c'est comment ça? C'est déjà, on est en train de faire ça. On est en train de faire ça, mais on attend voir comment les Africains vont réagir, comment les Congolais vont réagir. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a un rapport de force. Un rapport de force intellectuelle, un rapport de force militaire, un rapport de force économique. Vous pouvez crier, vous pouvez dénoncer, mais quelle alternative? Quand vous n'avez pas d'une élite compétente et consciente, quand vous n'avez pas une armée forte, quand vous n'avez pas des hommes d'affaires, vous voulez qu'on fasse quoi? Donc je pense que c'est une occasion unique dans notre histoire qu'on ait notre destin en main. Le président Tshisekedi n'a pas de compte à rendre à personne. Pourquoi? Ceux qui ont financé les élections en 2018, ce n'est pas l'Occident, c'est le Congo. Donc, il a le devoir de rendre notre peuple heureux et d'accomplir le testament de son père, le peuple d'abord. Voilà, c'était là donc Freddy Mulumba qui, après avoir expliqué les fondamentaux de cette guerre, de ces massacres dans la partie est du pays, a, n'est-ce pas, soulevé des éléments économiques qui sont des facteurs qui sont liés à cette guerre. Il en a appelé aussi à la prise de conscience générale, prise de conscience de tous les Congolais, passant par un rapport de force intellectuel, militaire, en tout cas dans tous les sens, un rapport de force pour pouvoir contrer ces velléités occidentales à travers les multinationales. Freddy Mulumba, je vous dis merci beaucoup et on vous retrouve dans une prochaine actualité. Sini